regarde aussi beaucoup comment améliorer le monitoring de nos systèmes d'information grâce à l'IA générative qui permet d'accélérer tout le travail d'investigation des opérationnels IT lorsqu'il y a un incident, lorsque quelque chose tombe ou par exemple pour la sécurité informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François-André Wilson, Head of Data and Innovation chez Onet. Comment vas-tu, François ? Ça va très bien, merci. Comment ça va ? Bah écoute, parfaitement. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast Moi pour aussi. échanger des différents projets data IA que tu mets en place chez Onet. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise, votre mission et plus globalement ce que vous faites ? Onet, c'est un acteur spécialisé du paiement et du financement qui a plus de 30 ans et qui naît initialement du secteur du retail. Donc c'est un enfant de la grande distribution, en particulier du groupe qui comprend Auchan. Et donc, Onet se développe en Europe, dans plusieurs pays, et aujourd'hui est présent dans plus d'une dizaine de pays, avec des solutions de paiement et de financement qui vont du paiement fractionné aux cartes de crédit, au crédit à plus long terme, au financement d'achat et même à l'assurance. Donc c'est une entreprise qui maintenant a 2 actionnaires, dont un est banquier, le groupe BPCE depuis 2019. Donc on allie ce côté banquier et commerçant. Ce qui fait un peu la particularité, la spécificité de Onet. Et ça, c'est le facteur différenciant qu'on essaie de mettre en avant sur le marché, puisque une bonne partie du business de Onet est fait avec nos partenaires commerçants qui distribuent nos solutions de paiement et de financement pour vendre leurs produits à un client final, entre guillemets. Ouais, c'est du B2B2C en fait, en quelque sorte. Mais vous intervenez que sur la partie B2B. Et aussi sur la partie B2C pour certaines offres. D'accord. Mais le gros de l'activité, effectivement, c'est celui fait via des partenaires commerçants comme Auchan, Leroy Merlin, Boulanger, pour citer Les plus gros. les plus gros. Très bien. Et du coup, tu as mentionné qu'il y a 2 actionnaires historiques en fait, Auchan et BPCE. Est-ce que tu peux nous retracer peut-être l'historique de comment ça s'est passé et nous dire un peu l'impact que ça a eu sur l'organisation de votre équipe data ? Donc on a 2 actionnaires qui sont pour l'un beaucoup plus récents et pour l'autre qui est le fondateur de l'entreprise. Le groupe BPCE, qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de Onet, prend cette participation en 2019. Donc c'est plutôt récent. C'est à ce moment-là qu'on va avoir une transformation quand même importante de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, puisque on passe à une échelle, on va dire, et un référentiel qui nous place en tant que banque systémique. Donc ça a beaucoup d'impact sur l'organisation et en particulier sur la data. Déjà, ça fait moins de 5 ans que Onet se dote d'un data office complet avec un certain nombre d'équipes dédiées, donc c'est relativement récent par rapport à l'historique de l'entreprise. Et puis surtout cette arrivée d'un nouvel actionnaire, ça nous donne des perspectives différentes, des moyens différents, des ressources différentes et une façon de voir les choses qui change. Pour certains aspects, ça devient plus strict, notamment sur la partie réglementaire, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais on est aussi capable de bénéficier, en plus de ce qui était déjà le cas avec nos partenaires commerçants, avec le réseau, les moyens et puis le côté très innovant et très entrepreneurial de ces enseignes, on est capable maintenant de bénéficier d'un soutien fort technologique, de moyens, ressources humaines ou autres, et de mutualiser les outils, les solutions, les technologies, les partenaires là où ça fait du sens. On conserve une partie d'indépendance de par la taille de l'entreprise et on a une force supplémentaire. Donc pour la data, ça veut dire bénéficier de méthodes qui étaient déjà en place et éprouvées, d'outils, pouvoir mettre à disposition de nos collaborateurs des technologies, des outils qui ont été développés au sein du groupe et avec beaucoup plus de facilité. Et ça nous permet aussi une certaine agilité.
parce que Onet est vu comme encore l'acteur innovant du groupe, malgré le fait qu'on fait partie d'un gros groupe bancaire. Et du coup, ça nous permet d'être l'incubateur, le testeur, et de garder un temps d'avance parce qu'on est capable d'être agile et d'être plus rapide. Et donc, on a la confiance de nos actionnaires là-dessus qui nous regardent un peu aussi en tant que FinTech. En termes de SI, du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous avez du coup votre propre système d'information ou il est mutualisé avec les actionnaires? Pour la plupart, on a notre propre système d'information, Okay. qui est d'ailleurs pas forcément homogène d'un pays, d'une business unit à une autre au sein du groupe Onet, de par l'historique de développement très indépendant d'un pays à l'autre. Donc on a conservé ça. Pour certaines choses, on va rapprocher, notamment pour des outils qui permettent une meilleure gestion des personnes, des formations, des recrutements. Pour certaines applications, on va mutualiser pour des questions de coût, parce que ça permet une force de négociation plus importante. Mais globalement, on reste indépendant dans la majorité sur cette partie-là. Et on a encore un travail de modernisation important de notre SI à effectuer. Donc on essaie là aussi de prendre le meilleur là où on le trouve, que ce soit un outil ou simplement l'appui en termes de négociation avec des prestataires qui peut être celui du groupe BPCE par exemple ou de Auchan. Très clair. Toi, constitue un peu, t'es arrivé quand chez Onet sur ta position? Moi, je suis arrivé en 2020 en plein confinement L'onboarding a dû être sympa. chez Onet, avec un poste initialement très international qui finalement ne l'a pas été, en tout cas en termes de visite européenne à cause des restrictions de l'époque. Donc, il y a eu une transformation importante de l'entreprise déjà à ce moment-là d'un point de vue tech. Pour permettre ça a été le cas partout pour permettre le télétravail, etc. J'ai eu une responsabilité très business avec un portefeuille de produits de crédit initialement. Et puis j'ai beaucoup poussé pour qu'on s'intéresse et qu'on développe des choses autour de l'open banking, qui était clé pour moi dans l'amélioration de la façon d'étudier la solvabilité et de nos clients et la façon de pouvoir leur fournir une solution de financement, en particulier un parcours de souscription bien meilleur. Et donc, c'est devenu un projet en tant que tel, développer des solutions data en utilisant l'open banking comme moyen d'avoir cette meilleure expérience client et ce risque maîtrisé de meilleure manière pour l'octroi. Et j'ai tellement apprécié cette partie ou ce métier que en fait j'en ai fait mon métier à temps plein pour aujourd'hui avoir du coup la chance de travailler sur l'innovation grâce à la data, avec la responsabilité du développement, de la maintenance, du maintien des modèles data science, mais aussi de comment on utilise l'IA au sens large et comment on développe des solutions data et IA à destination de tous nos métiers pour rendre la vie de nos collaborateurs meilleure, notre business plus efficient ou plus rentable. Très intéressant, ton parcours est assez inspirant parce qu'en fait on se rend compte, et c'est un peu ce qui t'est passé, que en fait, la data ça doit être une finalité et non pas une fin en soi. Et en fait toi tu es parti vraiment d'une problématique au début business sur laquelle il y avait besoin de data et t'en es arrivé à faire de la data et en fait ça montre vraiment le cheminement et ce que doit être la donnée. Enfin du moins ce que moi je pense que doit être la donnée, c'est que doit y avoir un impact business derrière. Très clair. C'est très vrai d'ailleurs, si je peux me permettre, on faisait sans doute il y a quelque temps beaucoup plus d'innovation ou de lab innovation pour faire de l'innovation et pour tester des choses. Et je pense que c'est plus trop le cas dans ce qu'on voit. Et l'approche qu'on prend pour Onet, c'est vraiment celle-là. C'est faire de la data un actif de valeur pour l'entreprise. Et donc, chaque projet, y compris ce qui est réglementaire,
doit apporter de la valeur au business et doit permettre de meilleures décisions, plus objectives, une meilleure efficacité et de mettre à disposition aussi facilement que possible de toute l'entreprise ça. Parce que évidemment, je crois qu'on n'est pas dans une optique où la data va réduire ou disparaître. C'est pas probable. Ouais. C'est pareil pour l'IA. Ouais. Ok, et donc aujourd'hui, constitue un peu plus en termes d'organisation de l'équipe. Vous avez comment vous êtes structuré? J'imagine il y a un pôle un data engineering. Comment ça se concrétise? Alors on voit peut-être la particularité qui est intéressante, c'est que même si l'ensemble du data office, avec sa partie gouvernance, sa partie business analyse et sa partie data science notamment, sont au sein du pôle innovation, technologie, tech, qui comprend DSI en particulier, même si ça fait partie d'une seule et même famille qui est la plus grosse quasiment entité de l'entreprise. On n'est pas, on considère pas la data comme un acteur tech de l'entreprise. Donc on est à la fois un métier, parce qu'il y a une expertise, il y a un côté centre d'excellence qui a son propre jeu d'expertise et d'outils. Et à la fois, cette expertise, elle est en fait à destination de clients internes de l'entreprise. Donc on va avoir ce côté qu'on peut retrouver dans la tech classique, c'est-à-dire fournir des solutions, développer quelque chose. Mais pour autant, il y a aussi une expertise qu'on doit diffuser, qu'on doit maintenir. Donc il y a quelque chose qui est un peu à cheval entre les deux, qui rend pas toujours les choses simples en termes de pilotage, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue coût, ou qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de budget ou de prévision de ressources. Mais je pense que c'est un bon fonctionnement, parce que ça insiste sur le fait que c'est une expertise en tant que telle. Et elle doit servir d'exemple, de moteur aussi. Par exemple, sur l'innovation, le but n'est pas simplement d'apporter une solution à un besoin qui est exprimé parce qu'il est écrit comme ça et c'est une commande. Le but est aussi, grâce à une veille, grâce à une expertise vraiment pointue, de pouvoir suggérer, challenger et apporter, in fine, la meilleure solution possible au métier qui, lui, a un besoin par rapport à son activité. Ouais, donc en fait, vous considérez un peu à la croisée des mondes, en fait, entre vraiment la partie technique, data, et la partie métier. Donc toi, en fait, ton travail, si je résume, il est vraiment de faire ce pont-là. Il est vraiment de faire ce pont-là, et donc ça, c'est avec une organisation par produit, dans une logique agile, avec des product owners qui sont le lien premier avec les différents périmètres métiers. Donc les principaux pour nous, c'est bien sûr les métiers du risque, risque de crédit, risque et finance, et les métiers du marketing au sens large dans l'animation ou bien dans le recrutement de partenaires, par exemple. Donc on a cet aspect produit, et ensuite on a le centre d'excellence, d'expertise pour l'ensemble du groupe qui est Data Science dans mes équipes, qui là va venir apporter de différentes façons les réponses aux besoins qui sont collectés via la relation que ces product owners ils peuvent avoir avec les différentes directions métiers. Donc ça peut être évidemment du développement de modèles. On en a beaucoup, des modèles d'octroi, de risque de crédit, de prévention de la fraude, mais aussi d'appétence pour du marketing, de ciblage. Donc ça, c'est assez classique, c'est de l'IA entre guillemets classique, dans le sens prédictif qu'on avait depuis très longtemps. Et puis ça peut être aussi des applications, des prototypes qui vont incorporer une pipeline avec plusieurs type de technologie ou de modèle d'IA, IA générative plus prédictive plus une interface qu'on va pouvoir réaliser parfois de bout en bout. Et ça peut être un rôle d'expert simplement qui va être consulté lorsque un projet a une notion data IA, par exemple
proposé par un prestataire ou un éditeur de type Salesforce, pour citer un que tout le monde connaît, où là, on va venir, dans un premier temps, essayer de regarder avec un œil critique et un œil d'expert ce qui est proposé, évaluer si ça vaut, entre guillemets, un investissement ou pas, et dans un second temps, aider à la mise en œuvre via un paramétrage, l'apport d'un modèle maison pour complémenter, par exemple. Et puis parfois, et là c'est plus au niveau des rôles produits qu'on a ces activités, c'est de l'acculturation. C'est de la formation, c'est de la diffusion. On a le rôle de référent IA générative qui fait partie d'un réseau dans l'ensemble du groupe BPCE. Donc on a ce rôle de référent pour Onet, où là c'est apprendre aux collaborateurs à utiliser ces outils, à les maîtriser, à en connaître les risques. Et ça, c'est pour eux, pour leur quotidien, pour leur efficacité bien sûr, mais c'est aussi comme ça qu'on récupère les meilleures idées, les cas d'usage qui vont ensuite peut-être rentrer dans notre feuille de route de développement ou de test par la suite. Tu parlais pas mal de projets, tu en as déjà cité quelques-uns. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce sur quoi tu travailles, est-ce que tu vas travailler en 2025 ? Alors 2025, il y a un très fort enjeu, et ça je pense que c'est le cas un peu partout, autour des sujets d'IA générative pour la relation client. Donc on se situe vraiment là-dedans, avec les projets qui ont le plus d'envergure, peut-être en termes transformatifs. Donc ça va vraiment avoir un impact sur la façon dont on interagit avec nos clients. Donc nous, on va avoir ce rôle de tenter de dompter, de maîtriser et d'utiliser au mieux des technologies qui sont parfois très nouvelles, comme l'IA générative, les grands modèles de langage qui évoluent tous les jours, pour en faire des utilisations qui concrètement dans la vie d'une entreprise vont fonctionner, ne vont pas avoir un risque trop élevé et vont vraiment apporter de la valeur en termes d'efficacité, de réduction de coûts et d'expérience améliorée. Donc la relation client, tout ce qui est lié à l'utilisation de l'IA dans la relation client, c'est très 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 important pour nous en 2025. Donc ça passe par des choses comme qu'on peut imaginer assez facilement de chatbot qui permet de répondre à des questions clients sur un site ou une application. Et ça passe par des choses aussi un peu plus complexes qui sont un peu en anticipation de la façon dont ça va évoluer. Par exemple, comment on utilise des modèles, des moteurs qui classiquement vont essayer de cibler les clients avec la meilleure offre au meilleur moment. Comment on combine ça, construit cette partie, avec des technologies d'IA générative qui vont permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Par exemple, lors d'un appel téléphonique, s'adapter en temps réel grâce à une IA générative à ce que peut communiquer un client, aider en temps réel un agent, un conseiller bancaire à mieux faire son travail, à proposer quelque chose de mieux, à corriger peut-être quelque chose qu'il a pu dire. Tout ça en respectant bien sûr la partie de conformité qui trait à tout ce qui est confidentialité, devoir de conseil, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autour de la relation client, et donc il y a une application directe avec le client, puis il y a une application sur ces métiers-là. Je suis manager d'un centre de relations client, d'un centre d'appel. Ça me permet d'avoir une compréhension de ce qui se passe dans les conversations, par exemple, les thèmes qui sont abordés, là où j'ai peut-être un coaching à apporter, là où il y a un incident, beaucoup plus rapidement et avec une façon très très précise de savoir ce qui peut se passer, avec par exemple un speech to text sur un enregistrement d'appel. Ouais, et puis ça, déjà c'est un gain d'efficacité, et aussi même pour le client final, c'est aussi une assurance d'avoir un service premium où il a toute l'information et il puisse s'engager ou se désengager dans certains cas d'une façon assez sereine. Donc c'est vraiment super intéressant.
Donc, la relation client, ok. Il y a aussi d'autres sujets, j'imagine toute la partie risque. C'est quand même, quand on est une banque, c'est quand même là le principal enjeu. Est-ce que tu as des sujets là-dessus autour du risque, de crédit, j'imagine? Bien sûr, et ça ne change pas, ça reste le gros de notre activité, en particulier sur la data science. Là, je veux dire, il y a peut-être un peu moins pour le moment, en tout cas pour Onet, euh, de, de, de projets qui vont aller utiliser des nouveaux modèles d'IA de type IA générative pour vraiment transformer la façon dont on fait le risque de crédit ou l'évaluation de solvabilité, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que l'encadrement de ces métiers et de la façon de le faire est très strict. Donc, c'est absolument indispensable que les modèles soient explicables, soient compréhensibles et utilisent des modèles algorithmiques qui ne sont pas boîte noire. Donc, ça restreint une partie des choses qu'on peut faire. Par contre, toutes ces nouvelles technologies et outils vont nous permettre peut-être d'aller plus vite, de tester des choses différentes qui vont alimenter le résultat final. Par exemple, générer des jeux de données pour de l'entraînement sera beaucoup plus simple. On regarde aussi beaucoup comment améliorer le monitoring de nos systèmes d'information grâce à l'IA générative qui permet d'accélérer tout le travail d'investigation des opérationnels IT lorsqu'il y a un incident, lorsque quelque chose tombe ou par exemple pour la sécurité informatique. Donc là, c'est plus des choses qu'on voit moins en tant que client, mais qui vont vraiment changer la donne pour nos collaborateurs, pour ces métiers-là, y compris sur des questions de connaissances. Et on va voir, à mon avis, une évolution de ces métiers. Peut-être qu'on en parlera un peu après. Mais ça veut dire que concrètement, demain, moi voilà, on en parlait tout à l'heure, n'ai pas un background de statisticien ou de mathématicien, contrairement à toi, je crois. Ouais, un petit peu. Je peux aujourd'hui interpréter, comprendre, documenter un notebook Python sans aucun soutien de qui que ce soit, en quelques minutes. Je peux traduire du langage de code d'une chose à l'autre, tout seul, avec de l'IA générative, même grand public. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pour l'instant, l'adoption, elle est encore très faible. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Et même sur des métiers très experts, on a besoin d'accompagner beaucoup. Mais ça change fondamentalement ces métiers-là, où on va, a priori, sur la data science, qui est vraiment au cœur de mon équipe, plutôt se focaliser sur des travaux à plus forte valeur ajoutée, avec plus de recherche, avec plus de complexité, et des tâches qui étaient plus simples pourront être prises en charge grâce à des outils comme ça. Et on voit l'éclosion de tout ça dans les outils qu'on utilise déjà, que ce soit Databricks, Azure, Snowflake, etc. Tous commencent à ajouter, avec plus ou moins de succès au début, ce type de technologie. Donc ça, c'est à destination des collaborateurs. Il y a vraiment un fort enjeu. Et l'entreprise, au sens large du groupe, y compris nos actionnaires, met un objectif ambitieux là-dessus, d'une utilisation régulière, d'une formation, d'une acculturation pour tous, à horizon 1 ou 2 ans, très poussé. Et puis, ensuite, en fait, c'est ça qui est vraiment fascinant. C'est l'engouement que ça a généré, l'IA générative depuis 2022-2023. Ça a permis que tout le monde s'y intéresse. Et donc, que tout le monde ait envie de faire quelque chose avec ça. Ce qui n'était pas forcément le cas avant pour un projet data. C'était complexe. Voilà, un métier n'avait pas forcément l'idée de se dire, tiens, là, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, ça accélère la culture data. Ça met en lumière un peu. Et ça donne un engouement qui rend les choses un peu plus faciles parce qu'il y a un côté, je sais pas, cool, trendy, qui ça nous donne beaucoup de travail, mais c'est des sujets personnels et ça peut être tout. Dans l'entreprise, on a travaillé récemment sur un outil qui permet d'interpréter les feedbacks textuels clients de type verbatim. Ok, peut-être j'imagine un dernier sujet autour du marketing, j'imagine. Vous avez pas mal de problématiques là-dessus.
Oui, et j'ai oublié compliance aussi, mais compliance, on va y venir. évidemment. Marketing, les projets qu'on a sont autour d'une meilleure recommandation et d'une meilleure expérience client. L'open banking dont on a parlé tout à l'heure, ça fait aussi partie de ça. Donc non seulement c'est une meilleure connaissance client et un process plus fluide pardon, pour souscrire à une offre de prêt, un prêt, au lieu d'avoir une dizaine de documents à prendre en photo, etc. Un clic, une synchronisation de compte, j'ai quelque chose. Mais la richesse de cette information et sa fraîcheur, elle est aussi beaucoup plus intéressante dans un ciblage pour un client qui, du coup, permet une personnalisation beaucoup plus forte de l'offre qu'on va pouvoir lui présenter à des moments qui sont plus opportuns. Plutôt que d'avoir parfois un certain matraquage qui peut devenir frustrant. Et ensuite, là aussi, dans ces métiers, ça va apporter beaucoup de changements, notamment pour des choses qui sont autour de l'optimisation du SEO, par exemple, aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficace dans la rédaction, dans la lecture, dans la traduction, dans la création de contenu. Là, on commence à toucher un petit peu. On est un peu moins mature sur la façon de pouvoir utiliser à bon escient des outils de création d'images, de vidéos. Il y a tout un aspect de propriété intellectuelle qu'il faut intégrer là-dedans. Mais ça va, je pense, accélérer un petit peu cette partie. Et ensuite, c'est le self-care, entre guillemets, pour tous les métiers qui va devenir intéressant, qu'on commence à toucher un tout petit peu avec le développement d'agents qui sont des façons d'automatiser son propre travail comme on le veut sur son poste en quelques clics avec du drag and drop de paramétrage. Là aussi, on est tout au début, mais je crois que ça fait faire partie des choses qui vont accélérer en 2025. C'est les agents qui vont prendre pas mal de place, du moins dans les discours. Après, dans la concrétisation, il va falloir voir, mais je pense qu'on est bien parti pour... c'est pas encore tout à fait au point. Ouais, pas encore tout à fait au point, même si il y a une interview récemment de l'ancien patron de Microsoft, je crois, qui disait que le SaaS is dead. Et les agents autonomes vont prendre la place. Bon, je sais pas. SaaS is not dead, but it's not doing so well. Et peut-être le dernier sujet, on fait un peu Nice à l'après-vert, mais au niveau conformité, donc tu m'as parlé tout à l'heure donc de l'AI Act. Ouais. Tu m'as parlé aussi des restrictions que ça pouvait avoir en termes de modèle. On peut pas faire, on peut faire tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres sujets autour de la conformité, de l'AI Act sur lesquels vous avancez ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait déjà pas faire ce qu'on veut en termes de modèles de prévention du risque et d'évaluation de solvabilité, et tant mieux. Alors en France, on est particulièrement attentif à ça. Le régulateur est particulièrement attentif, et je pense tant mieux. Ça reste le cas. L'AI Act, qui est donc la réglementation européenne, mais qui va être déclinée dans chaque pays comme à l'habitude de l'UE, vient d'entrer en vigueur, en tout cas pour la première partie, au 1er janvier de cette année. Et la première étape, c'était celle du recensement de l'ensemble des systèmes d'IA utilisés dans les entreprises. Pas simplement pour en faire le recensement, mais pour leur affecter un niveau de risque. Ça, c'est fait pour conserver une utilisation éthique et responsable de l'IA et pour la protection des consommateurs, des individus et aussi des entreprises en Europe. Mais donc, ça veut dire que ces niveaux de risque, en fonction de leur sévérité, ils vont potentiellement venir avec des restrictions propres à l'AI Act, jusqu'à parfois interdire certaines utilisations. Donc on a le niveau de risque le plus élevé qui est risque inacceptable. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Si on se trouve avec ce type de système d'IA dans nos activités, on sera obligé de le changer fondamentalement ou de l'arrêter tout simplement. Par exemple, c'est ce qui évite qu'en Europe, on puisse avoir
du social scoring, comme ça peut être le cas en Chine, où chaque action est notée et puis contribue à un score global qui vous permet d'aller en boîte de nuit ou pas, ou dans tel ou tel restaurant. Donc ça, fondamentalement interdit. Ou par exemple, utiliser des données biométriques de collaborateurs dans une entreprise à des fins d'évaluation de performance ou de déterminer quelle formation serait nécessaire ou pour quasiment quoi que ce soit. Protection, là aussi. Donc on va devoir s'adapter à ça progressivement dans l'entrée en vigueur de l'AI Act au cours des 2-3 prochaines années. Mais c'est un travail conséquent. Et puis, tout ça, ça ne remplace pas ce qui existait déjà, le RGPD, par exemple, ou l'utilisation même de la donnée en amont, dans n'importe quel système d'IA ou cas d'usage, elle doit toujours rentrer dans ces principes-là. Donc, même si on est capable d'entraîner, de faire ingurgiter à une IA générative une masse de données incroyable, il faudra toujours qu'on explique, qu'on justifie et qu'on contrôle quelles sont ces données, pourquoi on les utilise et qu'on puisse donner l'information à nos clients de cette finalité pour chaque donnée. Ça va être compliqué. On a envie d'utiliser toutes ces données pour faire quelque chose de fantastique à chaque fois, mais on se fait parfois rattraper dans cet élan d'enthousiasme par ces garde-fous qui sont là pour une raison. Et on voit d'ailleurs, je crois que c'est très récent, que OpenAI a été condamné à verser une amende importante en Italie, je crois, pour non-respect des principes RGPD et pour l'utilisation qu'ils faisaient des données de leurs clients partagées via leur interface de chat. Donc ça, on va en avoir de plus en plus. Et il y a toute une partie là-dedans qui va devoir aussi s'adapter autour du droit du consommateur, de la protection du consommateur, dans le sens on utilise des IA pour effectuer des tâches, pour répondre à des questions, pour compléter des process. Si elle se trompe, si ça a un impact sur la vie de quelqu'un, la situation de quelqu'un, qui est responsable? Ouais, ça, c'est une grosse question. Et là, la question, on peut en parler, on peut en faire 3 ou 4 podcasts juste sur ça. On pourra faire un épisode là-dessus. On invitera Elon Musk. Avec plaisir. Si t'as une mise en relation, je suis preneur. Tu me parlais également, beaucoup de sujets abordés, mais tu me parlais également de la stack technique que vous utilisez. Tu m'as mentionné Azure, Databricks et Snowflake. Sur Snowflake, justement, ça m'intéressait de savoir en quoi vous l'utilisez, pour quel cas d'usage vous l'utilisez. C'est relativement nouveau pour Poney, donc quelques années. L'objectif est d'en faire vraiment le socle de données, de stockage pour l'ensemble du groupe Poney. Donc ça nécessite un certain travail de migration, d'adaptation de différents systèmes, stockage, langages qui étaient présents et qui sont encore présents dans différents pays. Donc le choix premier, c'était surtout d'homogénéiser tout ça pour un passage vers le cloud, pour la scalabilité que ça apporte, pour la facilité d'accès et d'interface avec l'ensemble des autres outils, pour la possibilité d'utiliser différents types de codes. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal. Il y a un certain nombre d'outils ensuite qui viennent en complément, beaucoup autour des solutions de Microsoft, mais pas que. Et Snowflake, je crois, est aussi un peu à une croisée, un tournant. Et donc, on commence à avoir pas mal de discussions avec eux sur les autres utilisations, les nouveaux aspects de leurs produits qui sont en train d'être lancés. Avec de l'IA générative qui permettent du RAG automatique à grande échelle, du développement de modèles de machine learning et du déploiement de modèles de langage, du data sharing, qui est très intéressant pour nous, pour le partage qu'on fait déjà ou qu'on souhaite faire avec nos partenaires commerçants qui sont très friands de data, de performance qu'on peut leur apporter sur les produits
qui permettent à leurs clients de financer leurs achats. Il y a tout un aspect très intéressant. Donc on n'utilise pas encore vraiment tous ces autres aspects qui sont, on va dire, en complément du cœur de métier de Snowflake, je crois. Mais on les explore et on va le faire encore plus, à mon avis, cette année. Et c'est là aussi pas entièrement mature. Encore, hein. Donc on a, je crois, Cortex, ça s'appelle le Cortex AI sur la plateforme Snowflake, avec beaucoup de promesses autour de ce que peuvent apporter ces fonctionnalités en plus. Par exemple, des traitements à grande échelle de documents, peu importe le format. Structuré ou non structuré. C'est assez fantastique dans l'idée. Hein. On se dit qu'il y a pas si longtemps que ça, 4-5 ans, pour faire un OCR qui tenait la route, un rattrapage historique sur du PDF, des photos, etc. En tout cas dans le crédit, pour des bulletins de salaire ou des choses comme ça, c'était très compliqué, où il fallait paramétrer chaque document, les champs, ça marchait 70% du temps. Là, la promesse, c'est peu importe, donnez-moi tout ce que vous avez, peu importe le format, et hop, j'en fais quelque chose de structuré, avec des volumes importants, et ensuite utilisable tout de suite, partageable. Donc ça, c'est beau. C'est vraiment une belle promesse. Pour l'instant, ça reste à être vraiment complètement éprouvé, je crois, et je suis pas encore... j'ai pas encore vu beaucoup d'usages de clients de ces prestataires-là qui l'utilisent à grande échelle et qui ont éprouvé ça. C'est vrai pour Snowflake, mais c'est aussi vrai pour une partie des solutions Microsoft, autour de Copilot, autour de Azure AI. C'est vrai pour Databricks, c'est vrai pour Salesforce et Einstein, et aussi là aussi, un peu dans la logique de leur spécialité, il y a beaucoup de choses qui sont le futur, déjà. On y est. Mais c'est pas si simple à maîtriser. Ça, c'est une réalisation, je pense, qui, pour nous, date de l'année dernière. Il y a eu l'explosion, l'engouement et la promesse de solutions immédiates et à l'image de Klarna, réduire de 50 ou 70% les effectifs sur certains métiers pour les remplacer par de l'IA générative. Et là, je crois qu'il y a un petit peu de réalisation après avoir fait certains projets, des prototypes testés qui nous ramènent un peu sur Terre pour qu'on prenne le temps. Parce qu'il y a des risques, parce que ça reste des technologies très nouvelles et les sociétés qui les développent sont des sociétés privées. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ces technologies, en tout cas quand on parle d'IA générative, n'est pas compris. Et ça, c'est fondamentalement la nature de cette technologie. Donc, pas non plus précipité, disons. Mais il y a beaucoup de belles promesses et Snowflake, je pense, prend le bon virage. Et donc, on va continuer. C'est un partenaire vraiment clé pour nous. Donc, on va continuer à tester. Très bien. Écoute, François, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Je voulais savoir je voulais avoir ton avis un peu sur les prochains sujets. Alors, tu en as évoqué beaucoup, mais qui vont un peu guider notre année, cette année 2025, donc plutôt dans le domaine bancaire et fintech. Je voulais avoir un peu ton avis, si tu as identifié peut-être un ou deux sujets ou défis que tu vois émerger cette année. Bon, on ne va pas revenir sur le réglementaire, je crois qu'on a. Voilà. Mais il est là-haut. Peut-être ce que je choisirais à regarder avec attention, c'est l'évolution des métiers. Et des profils et des rôles et des organisations qui vient avec tout ça. Donc au-delà de l'économie, on va dire plus basique de coût, qui est de remplacer une tâche par quelque chose qui ne requiert pas une intervention humaine, tant mieux pour certaines choses qui sont rébarbatives. Moi je pense sur le côté data, plus technique, plus poussé, data scientist, data engineer, data product owner, data steward, tous ces métiers qu'on a un peu partout, qui déjà étaient parfois dans leur définition un peu tout en fonction du moment. Là, moi, je crois qu'il va y avoir un vrai repositionnement de certains et avec un élargissement du champ de compétences et de connaissances qu'on va demander
ces métiers ou qui vont naturellement s'ajouter. L'exemple, c'est sur les rôles de data scientist qu'on commence à voir publiés dans des offres d'emploi et aussi chez des candidats qu'on reçoit, qui intègrent beaucoup plus souvent une dimension de connaissance business, une dimension de connaissance produit, une volonté de comprendre la finalité, de voir l'impact et pas uniquement d'être très très technique, mathématicien et très très technique. C'est une bonne chose, je crois. Et ça peut avoir un impact non négligeable, et je crois qu'aujourd'hui les écoles, les formations n'ont pas forcément encore réalisé ça. J'ai eu la surprise plusieurs fois l'année dernière, de recevoir des candidats qui sortaient d'école ou de bootcamp data science ou d'école de master ou développeurs qui m'ont dit n'avoir eu aucun cours autour de l'IA générative dans leur cursus. Et ça, ça montre à quel point ces institutions-là mettent du temps à s'adapter, et je pense que le marché bouge plus vite. Donc vraiment ça, je crois que ceux qui prennent le lead et qui essayent de le faire eux-mêmes, de compléter ça, et s'ils sont aussi dans des organisations qui leur fournissent ces outils, ces clés, cette formation, cet accompagnement, ça sera ceux qui pourront capitaliser demain. Donc l'évolution des métiers, et puis on a le droit de rêver. Je pense qu'il faut un peu rêver. Donc la rapidité d'évolution de ces technologies des 2 dernières années, c'est ça surtout qui est vertigineux. Donc si on essaye d'imaginer exponentiellement ce que ça peut donner encore dans 2 ans, c'est très difficile de répondre à la question, parce que il y a 2 ans, si j'avais dit qu'on pourrait traduire ce podcast en temps réel en 8 langues différentes sans que ça se voit en vidéo, on m'aurait pas cru. Là, c'est complètement possible et ça commence à être utilisé. Et donc peut-être que la deuxième chose que je choisirais, c'est à cause de ça, on va avoir l'utilisation qui est le côté obscur. Donc la fraude dans le secteur bancaire, des assurances, des fintech, du crédit, en particulier avec la partie en ligne, c'est vraiment un sujet important. Et là, on va devoir s'adapter très très vite aux nouvelles technologies utilisées à des fins pas forcément très sympathiques par des gens très bien organisés et qui vont beaucoup plus vite et qui ne se soucient pas forcément de la réglementation. Donc ça, un gros Big Bang dans la capacité de personnes mal intentionnées à utiliser des choses beaucoup plus facilement, et donc à produire des fraudes, des faux, beaucoup plus convaincants, beaucoup plus vite. On le voit dans les médias déjà. Les deepfakes déjà. Les deepfakes. On peut imaginer tous les travers que ça peut avoir. Il existe des fraudes au président maintenant où en fait il s'agit d'un vrai appel vidéo en live avec la personne qui donne une instruction qui n'est absolument pas là, qui n'a pas connaissance. C'est bluffant et c'est un peu effrayant. Le terme est plus juste que bluffant. Bon, en tout cas, on espère que cette prédiction ne se réalisera pas, même si, bon, effectivement, il y a toujours des risques. François, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. J'espère à un prochain épisode. Et puis, d'ici là, je te souhaite une bonne continuation et une belle année 2025. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'être là.